Bienvenue, ravi de vous retrouver dans votre émission Ma famille, ma vie. Nous sommes ensemble pendant 1 heure, il est 10h30 et aujourd'hui donc nous allons parler de l'insulino-résistance. Ce trouble métabolique touche de plus en plus de personnes dans le monde. Les chiffres parlent d'une personne sur 3 qui en souffre sans le savoir. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les conséquences et comment la prévenir? Donc, nous aurons toutes les réponses à ces questions avec le docteur Huidmi Sourila. Donc, elle est médecin généraliste et coach en santé métabolique. Ça sera donc le thème d'aujourd'hui de notre émission. Et juste avant donc de commencer, nous allons parler aujourd'hui, donc l'info du jour, nous allons parler d'un petit objet que nous avons tous à la maison, mais dont on ignore un petit peu le code couleur, et ça sera alors dans l'info du jour, juste après le jingle. Voilà, donc je vous le disais tout à l'heure, c'est un objet qu'on retrouve dans toutes les maisons, c'est un objet dont on a besoin, on ne peut pas du tout s'en passer. Il a différentes couleurs, généralement quand on se rend dans les supermarchés pour en acheter, on va tendance un petit peu à aller vers des couleurs qui seront assorties à notre cuisine, assorties à notre crédence. Ça sera plutôt ça, ce sera ces couleurs-là qui vont on va dire, attirer notre attention. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le code couleur a un sens et on a très souvent tendance un petit peu à passer à côté. Aujourd'hui, on va parler des éponges. Et oui, donc ce petit objet qui est nécessaire dans toutes les cuisines, comme on peut le voir à l'antenne, il y a plusieurs couleurs, nous avons le vert, le jaune, le rouge. Mais est-ce que vous savez à quoi est nécessaire le vert? Donc, si on achète une éponge verte, elle sera plutôt utilisée pour récurer donc tout ce qui est casserole, marmite, poêle. Ça sera aussi utilisé pour nettoyer les fours, pour nettoyer aussi les grilles de la cuisinière. Étant donné que son côté abrasif est puissant, donc on l'utilisera plutôt pour ces objets-là. Donc ça sera la verte, hein, on le garde en tête. Donc ensuite, nous aurons d'autres couleurs qui seront un peu plus douces. Donc le taux abrasif sera moindre. Alors ça sera les deux autres couleurs, ça sera le rouge. Donc pour le rouge, ça sera beaucoup moins abrasif que la verte. Elle, par contre, on l'utilisera pour laver la vaisselle ordinaire, c'est-à-dire assiette, cuillère, nos verres, notre assiette, on va dire le matériel qu'on utilise au quotidien. Donc ça sera pour la rouge. Elle n'est pas très abrasive, mais elle nettoie quand même assez bien. Ensuite, on aura d'autres couleurs qui sera alors le jaune et le bleu. Celles-ci seront beaucoup plus douces. On l'utilisera plutôt donc pour la vaisselle un peu plus précieuse, qu'on tire généralement pour les grandes occasions, quand on a des invités à la maison. On a toujours de la vaisselle qu'on met de côté, donc ce sera les petits services peut-être en porcelaine, peut-être un peu plus raffinés où il y a des dorures. Donc on utilisera plutôt ces éponges. Donc les jaunes et les bleus, ça sera plutôt utilisé pour la vaisselle un peu plus fragile. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faudra très souvent essayer de les changer, ne pas les garder. C'est un petit peu le même principe que les brosses à dents. Donc il ne faut pas attendre que les poils soient complètement tordus ou abîmés pour changer notre brosse à dents. En fait, ça va être le même principe pour les éponges. Donc il ne faut pas attendre qu'elles soient complètement détériorées ou abîmées pour les changer. Il faut savoir quand même que ça reste un nid à microbes, même si on utilise des détergents. On sait très bien qu'on a la lessive, qu'on a aussi l'eau de Javel. Ce sont des produits incontournables dans nos cuisines. Ce qu'on va faire, c'est qu'on essaiera de les changer au moins 1 fois par mois à 2 fois par mois. De préférence, ne pas les laisser dans l'eau quand on finit la vaisselle. Donc toujours essayer de les laisser sécher, de ne pas les laisser tremper dans l'eau parce que ça sera, on va dire, un terrain favorable pour tous les microbes. Voilà aujourd'hui pour l'info du jour, pour ces éponges. Bien entendu, on utilise de la vaisselle et qui dit vaisselle dit cuisine dit alimentation, et on sait très très bien qu'une bonne alimentation est bien préparée, bien présentée, c'est vrai que ça donne envie d'être dégustée, d'être appréciée, et comme on le sait, donc l'alimentation est primordiale dans notre vie de quotidien, dans notre métabolisme. On a besoin d'avoir une très très bonne alimentation, et vous verrez que dans la thématique d'aujourd'hui, l'alimentation est très très importante. Donc la résistance à l'insuline, on verra dans l'émission donc avec notre spécialiste que ça passe beaucoup, ou on va dire presque à 80% par une bonne alimentation. Voilà, donc ça sera on va dire dans la prochaine partie de notre émission, donc avec notre spécialiste qui sera là.
Et bien entendu, vous pouvez nous appeler donc au 021 23 98 91. Vous pouvez nous appeler pour poser des questions sur l'insulino-résistance ou la résistance à l'insuline. Vous verrez que c'est quelque chose de très méconnu. C'est un mot qu'on connaît comme ça, qu'on entend, mais on ne connaît pas exactement le mécanisme et pourquoi ça reste dangereux et vraiment une question de santé publique. Voilà, on en parlera tout de suite, juste après ces images, et on revient. Sur notre plateau, vous êtes bien dans votre émission Ma famille, ma vie, et comme je vous l'avais annoncé, le thème c'est la résistance à l'insuline et j'ai le plaisir de recevoir Dr Khouidmi Souhila. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste et coach en santé métabolique. Exactement. Oui. Alors aujourd'hui, donc une thématique très importante. C'est un sujet comme je l'ai dit, on connaît ce mot, on entend, mais en fait on ne connaît pas exactement qu'est-ce que l'insulino-résistance. Donc et pourquoi surtout c'est un sujet de santé publique majeur. C'est vrai qu'en réalité, de nos jours, on est en train de lutter contre des maladies qu'on ne connaissait pas autrefois. Ces maladies sont responsables de plus de 70% de décès. Et par malheur, toutes ces maladies sont en relation très étroite avec la résistance à l'insuline. Donc, quand on parle cette lutte qu'on mène contre ces maladies, en fait, le plus souvent, c'est nous qui perdons, qui sont les perdants. Les perdants, exactement. Donc, quand on parle de certaines statistiques qui sont effrayantes, à vrai dire, 10 millions de personnes par année décèdent à cause du cancer.
Les cancers, alors, leur liaison étroite à l'insulinorésistance, elle est évidente par les études et les recherches scientifiques. 30 millions à peu près. Ces statistiques remontent à peu près à une publication qui remonte à 5 ans, en 2019. Hein. On peut imaginer que la situation est plus... On peut augmenter les chiffres, bien entendu. Exactement. 30 millions de personnes décèdent par maladie cardiovasculaire et la relation entre l'insulinorésistance et la maladie cardiovasculaire, elle est très claire. Presque 50 millions d'atteintes de personnes souffrant de maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer également, sa relation avec l'insulinorésistance, elle est très, très élucidée. La maladie d'Alzheimer, c'est une insulinorésistance au niveau cérébral, au niveau des cellules cérébrales. Une autre statistique, quand on parle de diabète, plus d'un demi-milliard de personnes à travers le monde sont diabétiques. Et là, quand on parle de diabétiques qui sont diagnostiqués, qui sont connus, diagnostiqués et traités. Si on prend en considération les personnes diabétiques, ou du moins ce qu'on appelle en prédiabète, qui ne sont pas connus, qui ne savent pas, là les chiffres vont augmenter de façon effrayante également. Donc les chiffres sont beaucoup plus alarmants que ce qu'on ne croit. Exactement, et tout ça est en relation étroite avec l'insulinorésistance. C'est pourquoi cette condition, elle devient de plus en plus vulgarisée. C'est tout le monde qui en parle actuellement. D'accord. Ce sont des chiffres alarmants, mais surtout on a l'impression que le grand public n'est pas réellement conscient donc, de cette résistance à l'insuline. Primo, parce qu'on ne sait pas c'est quoi exactement la résistance à l'insuline. Est-ce que c'est parce qu'elle est silencieuse? Est-ce que c'est parce que c'est on va dire un mal silencieux? À vrai dire, elle n'est pas tellement silencieuse, mais elle a été toujours attachée au diabète. Alors que le diabète, son approche a été toujours centrée sur le glucose, pas sur l'insuline. Quand je parle du diabète type 2, hein, parce qu'il y a deux entités différentes. Il y a principalement deux entités différentes dans les maladies diabétiques. Diabète type 1, là où l'insuline, où le glucose est le problème, où là le sucre du sang est le problème. Il y a le diabète type 2, là où le glucose est un problème secondaire. Le premier problème, c'est l'insuline. Mais toujours l'insuline a été rattachée au diabète, qui a été rattaché au sucre. C'est pourquoi même nous, en tant que spécialistes, en tant que médecins, ça fait moins de 10 ans que j'ai su que ça existe, ce mot d'insulinorésistance, exactement, et sa liaison avec des maladies. Alors j'imagine mal que la population... Pourquoi la population n'a pas cette information? On va dire que ce n'est pas aussi bien vulgarisé qu'il le faudrait. On peut dire que c'est la mère de toutes les maladies? On peut dire que c'est la cause racine de toutes les maladies. Du moins les maladies qui causent le plus grand nombre de décès dans le monde. Oui. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'expliquer de manière simple qu'est-ce que l'insulinorésistance. Pour parler de l'insulinorésistance, on a besoin de préparer un petit peu le terrain en parlant de l'insuline. Parce que pour la majorité des gens, quand ils entendent parler le mot insuline, ils pensent directement aux injections d'insuline qu'utilisent les diabétiques. Donc un manque d'insuline dans le corps, on ramène de l'insuline. De l'insuline par des injections. Alors que c'est vrai, c'est pas tellement faux, mais l'hormone insuline, le mot hormone est plus important que ça. C'est l'insuline, c'est une hormone, c'est une particule qui est synthétisée, qui est produite par une partie de notre corps, qui est la glande pancréatique, le pancréas. C'est une petite partie, c'est un petit organe qui est situé en bas, un petit peu en arrière de l'estomac. Donc, son rôle essentiel, l'insuline, c'est une protéine. Une hormone, c'est une protéine. Son rôle essentiel est de maintenir, essentiel est connu. Le plus connu, c'est de maintenir l'équilibre glycémique, c'est-à-dire le taux de sucre dans ses limites normales, le taux de sucre circulant dans le sang dans ses limites normales. C'est le rôle le plus connu. L'insuline, en fait, elle a un rôle plus important que cela. C'est vrai que c'est elle qui escorte ce glucose, ce sucre envers la cellule pour qu'elle l'utilise comme source d'énergie. Et l'énergie, c'est la vie. Si on n'a pas d'énergie, on ne peut pas vivre. C'est clair. Voilà. Mais également, elle dit à l'insuline, elle commande et elle demande à l'insuline qu'est-ce qu'elle doit faire exactement avec cette énergie, cette source d'énergie qu'elle lui a fournie. Donc, elle va la transmettre dans tout le corps? Elle va la transmettre dans tout le corps. Oui, l'insuline, toutes les cellules humaines
sont sensibles à l'insuline, c'est-à-dire au niveau de la membrane cellulaire, il y a des récepteurs à l'hormone insuline. L'hormone insuline vient se rattacher à son récepteur, ouvrant des portes permettant au sucre. Je préfère donner un autre exemple. Quand on mange, parce que l'hyperglycémie ou l'élévation du sucre dans le sang est potentiellement toxique pour l'organisme. Donc, toujours, notre organisme doit trouver une solution pour maintenir la glycémie à des niveaux normaux. Par le biais du pancréas, la sécrétion de l'insuline par le pancréas. Donc, quand on mange, il y a élévation de la glycémie. Quand cette élévation de la glycémie va inciter la glande pancréatique à sécréter de l'insuline. L'insuline va ouvrir les portes du sucre au niveau des cellules, permettant l'introduction, la pénétration du sucre dans les cellules. Et de ce fait, la glycémie va chuter, le taux de sucre va chuter dans le sang parce qu'il entre dans les cellules. Là. C'est l'un des rôles de l'insuline, c'est vrai, pour maintenir le contrôle glycémique, pour contrôler la glycémie. Elle a d'autres rôles, comme je viens de le dire. L'insuline, elle apporte l'énergie et elle demande à l'insuline, et elle dira à l'insuline qu'est-ce qu'elle doit faire exactement avec cette énergie. Prenons par exemple, pour la cellule hépatique, quand elle se fixe sur l'hépatocyte, l'insuline, elle va lui demander de fabriquer du glycogène à partir du glucose, par exemple, ou la dégraisse, à partir du glucose, dégraisse, par exemple, au niveau de la cellule musculaire, du muscle. Elle va demander à la cellule musculaire de produire de nouvelles protéines musculaires. Son rôle diffère d'un tissu à un autre, d'un organe à un autre, suivant les fonctions de cet organe ou de ce tissu. On va juste rappeler le téléphone. Donc, si vous avez des questions à poser à notre spécialiste, c'est au 021 23 98 91. Donc, on attend vos appels. Donc, alors, pour revenir à l'insuline. Pour revenir à la sensibilité à la résistance à l'insuline, donc toutes les cellules de notre organisme sont censées être sensibles à cette hormone, c'est-à-dire elles répondent au stimulus de l'insuline. Toutes nos cellules, y compris les cellules cérébrales, parce qu'auparavant, avant 20 ans, quand on parle d'histoire, avant 20 ans, d'histoire médicale ou scientifique, avant 20 ans, on croyait qu'il n'y avait aucune relation entre l'insuline et la cellule cérébrale. Très bien. Donc, c'est des recherches qui sont très récentes. Alors, les recherches très récentes, un homme la promotion en 97. Mais, alors, vous pouvez imaginer les informations qu'on a. L'évolution de l'information. De l'information exactement. Alors, toutes les cellules sont censées être sensibles à l'hormone insuline. La résistance à l'insuline, c'est quoi? C'est quand la cellule ne répond pas au stimulus, résiste ou ne répond pas au stimulus de cette hormone insuline. Je peux donner un exemple, par exemple. Un exemple par le rôle très connu de l'insuline qui est le maintien de la glycémie. Normalement, l'insuline, quand elle stimule, quand elle se fixe sur la paroi, la membrane cellulaire, sur son récepteur au niveau de la paroi cellulaire, elle ouvre les portes. La cellule ouvre ses portes au glucose pour pénétrer. Donc, en cas de résistance, la cellule ne va pas ouvrir, ne va pas répondre à ce stimulus de l'insuline, ne va pas ouvrir ses portes au glucose, et donc le glucose reste dans la circulation sanguine. Dans la circulation sanguine, voilà. D'accord. Donc... C'est l'un des aspects de la résistance à l'insuline, c'est l'un des aspects. D'accord. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce que va faire là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire le pancréas? Le pancréas, là, il va essayer de contrôler la situation, comme je viens de le dire, le sucre est potentiellement toxique pour notre organisme. À faire de quelques heures, la personne peut décéder, peut passer à cause d'une hyperglycémie importante. Donc, il va essayer de contrôler la situation en synthétisant, en produisant encore plus d'insuline. Encore plus d'insuline, voilà. C'est là où on veut arriver. Ça va temporiser les choses, mais pas pour longtemps. D'accord. Donc, est-ce que c'est lié à l'âge? La résistance à l'insuline. Vous voulez qu'on parle des causes de la résistance à l'insuline? Oui. C'est vrai que la diminution de la sensibilité à l'insuline est l'un des signes du vieillissement. Mais ce n'est pas obligatoire parce qu'on peut optimiser notre sensibilité à l'insuline à n'importe quelle étape de notre vie.
Très bien. Alors, on va juste prendre un appel. Nous avons Zoléra qui nous appelle de France. Ah, je pense qu'on a perdu Zoléra. Zoléra, si vous êtes avec nous, vous pouvez nous rappeler. Donc, on attend votre appel. Donc, quels sont les principaux facteurs de risque du développement d'une insulinorésistance? Vous voulez parler des causes de l'insulinorésistance, c'est ça? C'est étonnant, mais c'est l'insuline elle-même qui est la première cause principale. Il y a plusieurs causes, mais la première cause, c'est l'insuline elle-même. Trop d'insuline va conduire au fil du temps à être résistant à l'insuline, à la résistance à l'insuline. Ça apparaît bizarre, ça apparaît étonnant peut-être cette relation de cause à effet entre trop d'insuline et la résistance à l'insuline, mais c'est un processus, une caractéristique du fonctionnement physiologique de notre organisme. Devant chaque stimulus par excès, une hyperactivation d'un stimulus, là, pour contrôler la situation, notre corps essaie d'amortir sa réponse envers ce stimulus. Ça se passe avec toutes les hormones et d'autres stimulus non hormonaux également. Donc, le trop d'insuline circulant, par exemple, une cellule hépatique inondée d'insuline, ou là, une cellule musculaire inondée également d'insuline, ne peut pas intervenir. On l'a empêché directement la sécrétion d'insuline à partir du pancréas. Mais elle peut s'autocontrôler. Donc là, elle va diminuer sa sensibilité à l'insuline pour pouvoir contrôler cette hyperactivation, cette hyperstimulation par l'hormone insuline. Et c'est ça, elle va réduire sa réponse envers l'hormone insuline. Et c'est ça la résistance à l'insuline. C'est une diminution, voire absence, de la réponse cellulaire au stimulus de l'insuline. Très bien. Donc nous avons un appel, nous avons Chekib de Sidi Blabès. Bonjour. Oui, bonjour madame. Merci de suivre notre émission. Vous avez une question ? Merci pour l'émission et merci au docteur qui essaie de nous expliquer. Oui, je suis diabétique. Je suis âgé de 72 ans. Je prends pour le moment des comprimés, de la metformine. Et puis récemment, j'ai eu l'occasion de discuter avec un cousin à moi qui est médecin et qui trouvait que c'était bizarre que depuis le temps où j'ai été diagnostiqué diabétique, c'est-à-dire depuis 2010, que je ne prenne que de la metformine sous forme de comprimé. Et il a essayé de m'expliquer que l'insuline, que le pancréas arrivé à un certain moment ne produisait plus suffisamment d'insuline et qu'il était indispensable que je passe aux injections d'insuline. Je voulais demander au médecin si... enfin, mon cousin lui-même est médecin, je précise bien. Je voulais savoir si c'est réellement le cas et donc si je dois effectivement passer à l'insulinothérapie. Voilà. Si c'est possible d'avoir une réponse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chekib. Merci. Donc, on va voir tout de suite la réponse avec oui, vous. bien sûr. Quand je viens de le dire, le diabète type 2, contrairement au diabète type 1, qui est un problème de glucose, primordialement, c'est un problème de glucose. Le diabète type 2, j'espère que beaucoup de gens entendent ce que je suis en train de dire. Le diabète type 2 est un problème de trop d'insuline. Donner de l'insuline de plus ne va pas régler la situation, le problème. D'accord. Tout au contraire, il va empirer la situation. Parce que toutes les complications, la micro- et la macroangiopathie du diabète type 2, sont l'apanage de ces taux d'hyperinsulinémie qui sont très, très élevés dans la circulation sanguine. Donc l'insulinothérapie ne va pas régler la situation, Kimagol, tout à fait au contraire, elle va empirer. En fait, le diabète type 2, comme d'autres maladies du siècle, sont des maladies de mode de vie malsain. Le fait de corriger notre mode de vie, on peut régler beaucoup de problèmes, entre autres le diabète type 2. Le diabète, même l'Association américaine des diabètes, avant 2018, elle considérait le diabète type 2 comme une maladie chronique qui devrait être traitée par les antidiabétiques oraux, et c'est vrai, et qui pourrait nécessiter l'insulinothérapie. Là, c'est avant 2018. En 2021, il y a eu un grand changement, là où même l'Association américaine du diabète a changé sur son site la définition du diabète type 2. Là, elle a mentionné les critères de rémission
du diabète type 2. Cela veut dire que le diabète type 2 n'est plus considéré comme une maladie chronique. C'est une maladie qui est réversible si on arrive à inverser cette insulino-résistance très évoluée, parce que le diabète type 2, c'est une insulino-résistance qui a minimum 10 ans à 20 ans d'évolution. D'évolution, voilà. Si on arrive à inverser ça, on peut inverser le diabète. Il n'y a pas... en fait, c'est pas tout à fait correct ce terme de burn-out du pancréas. Le pancréas n'arrive plus à synthétiser ou à produire de l'insuline. C'est pas tout à fait correct. C'est vrai qu'au fil du temps, l'insulinosécrétion diminue chez le diabète type 2, mais toutes les études récentes ont prouvé qu'elle reste toujours supérieure à la normale. Sauf des cas exceptionnels. Mais on peut inverser un diabète type 2, quel que soit son stade d'évolution. Donc, qu'on soit bien d'accord, diabète de type 2 est réversible. Il est réversible. Aussi, donc c'est aussi valable pour l'insulino-résistance. L'insulino-résistance, oui. Ce sont des troubles qui sont réversibles. Ils sont réversibles, tous ces troubles. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord regarder ensemble un reportage de Yasmine Chouif. Pardon, oui, pour faire suite à Chakib, oui. L'insulinothérapie augmente le risque de décès par complications cardiovasculaires chez le diabétique x3. Elle multiplie le risque de décès par complication. Chakib, j'espère que vous êtes en train de m'entendre. Donc l'insulinothérapie, là, vous pouvez vous éduquer sur la question, bien sûr. Je peux même vous donner des références. L'insulinothérapie chez le diabétique multiplie le risque de décès par complication cardiovasculaire x3. Le risque d'atteinte de la maladie d'Alzheimer x3. Donc, je ne vais pas... on va dire qu'est-ce qu'elle va apporter apporter Exactement. Voilà, j'espère que Chakib, je suis sûre que Chakib a entendu votre réponse. Et tout de suite, Yasmine Chouir avec le sujet. On regarde. L'insulinorésistance, un terme médical qui gagne en popularité, mais qui reste encore flou pour beaucoup. Pourtant, elle concerne des milliers de personnes à travers le monde et pourrait bien être la clé de nombreuses maladies modernes. L'insulinorésistance se produit lorsque les cellules du corps deviennent moins sensibles à l'insuline, une hormone essentielle à la régulation du sucre dans le sang. En réponse, le pancréas produit davantage d'insuline pour compenser ce qui conduit à une hyperinsulémie, un excès d'insuline dans le sang. Ce mécanisme peut paraître invisible au départ, mais au fil du temps, il perturbe l'équilibre du métabolisme. Plusieurs facteurs entrent en jeu dans le développement de l'insulinorésistance. L'obésité, notamment, joue un rôle majeur. Les graisses abdominales, en particulier, libèrent des substances inflammatoires qui interfèrent avec l'action de l'insuline. Une alimentation riche en sucre et en graisses saturées, combinée à un manque d'activité physique, augmente également le risque de développer cette condition. Et ce n'est pas tout. Des facteurs génétiques, un stress chronique ou encore des troubles hormonaux peuvent aussi contribuer à l'apparition de l'insulinorésistance. Au départ, l'insulinorésistance peut ne provoquer aucun symptôme apparent, mais si elle persiste, elle peut conduire à des complications graves, comme le diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires ou même certains types de cancers. En effet, un excès d'insuline favorise l'inflammation et l'accumulation de graisse dans les organes vitaux, augmentant ainsi les risques de maladies chroniques. En Algérie, bien que les données exactes manquent, les habitudes alimentaires modernes et la prévalence de l'obésité et du diabète montrent que ce phénomène est en pleine expansion. On estime que des millions de personnes dans le monde sont affectées par cette condition, dont beaucoup ne sont même pas conscients des risques qu'elle encourt. Heureusement, il existe des moyens de prévenir et même d'inverser l'insulinorésistance. Une alimentation simple, riche en fibres et en aliments à faible indice glycémique est essentielle pour réguler le sucre dans le sang. L'exercice physique régulier, comme la marche, la course ou même la musculation, aide également à améliorer la sensibilité des cellules à l'insuline. Dans certains cas, des traitements médicaux peuvent aussi être prescrits pour réguler le niveau d'insuline et prévenir le diabète. L'insulinorésistance est un problème silencieux, mais les solutions sont à notre portée. Agir dès les premiers signes peut non seulement prévenir le diabète, mais aussi protéger notre cœur et nos autres organes vitaux. En adoptant un mode de vie plus sain, nous pouvons reprendre le contrôle de notre santé. Un message d'espoir et d'action pour tous ceux qui veulent se libérer de ce fléau invisible.
Voilà, c'était un reportage de Yasmine Chouir, un fléau invisible. Donc c'est la thématique de ce matin, la résistance à l'insuline. Et vous pouvez nous appeler au 021 23 98 91. On est là pour répondre à vos questions. Pour revenir à notre thématique, quelles sont les causes en fait de l'hyperinsulinémie? On a vu que l'hyperinsulinémie, c'est la cause principale de la résistance à l'insuline. On a expliqué comment. Donc, il y a également deux grandes causes de l'hyperinsulinémie. La première, c'est l'environnement alimentaire. L'environnement alimentaire, cette abondance alimentaire, on mange tout le temps, on mange n'importe quoi, de l'alimentation, des aliments qui sont bourrés ou chargés de sucre, sucre apparent et non apparent, bourrés de polluants comme les pesticides également qui sont incriminés dans la résistance à l'insuline. Et d'un autre côté, cette charge des aliments qui sont chargés en glucides, les glucides c'est tout ce qui donne en fin de compte du glucose, et d'un autre côté dépourvu d'essentiels. Et en matière d'équilibre glycémique ou de glucides, les nutriments essentiels qui nous aident à maintenir un bon équilibre glycémique, c'est les fibres alimentaires. Donc nous souffrons actuellement d'une alimentation qui est dépourvue de ces essentiels, c'est vrai, des vitamines, des antioxydants. Exactement. Cette ultra-transformation de l'alimentation a fait qu'on arrive à ce stade. Donc, dépourvu des fibres alimentaires, la fibre alimentaire, notamment les fibres solubles, sont très utiles pour nous aider à maintenir cet équilibre glycémique, pour pouvoir être souple dans notre alimentation. On peut prendre du sucre, mais sans fibre alimentaire, là, on n'est pas assez couvert. D'un côté, c'est cet environnement alimentaire qui est comme caractéristique cette abondance, cette anarchie dans ce que nous mangeons. Et d'autre côté, qui est le stress également. Le stress. L'état de stress, voilà, comme réponse à l'état de stress, il y a sécrétion de... Il y a plusieurs phénomènes endocrinaux et neuronaux qui rentrent dans la réponse au stress. Surtout la réponse hormonale. On a deux types d'hormones typiques du stress. C'est des hormones qui sont sécrétées en état de stress. La première hormone, c'est l'épinéphrine. La deuxième, c'est le cortisol. L'épinéphrine... Excusez-moi, on va juste prendre un appel et on reviendra donc au point où vous étiez. Donc on a Dr Mslouh, donc il est nutritionniste. Bonjour. Allô, oui, bonjour. Bonjour, merci de votre appel. Merci, c'est moi qui vous remercie. Bonjour à toute l'équipe de Canal Algérie et à ma famille, ma vie. Merci, bonjour. Donc vous vouliez intervenir, vous avez quelque chose de précis un point à rajouter ou peut-être une question? Alors non, c'est pas une question, c'était juste pour parler alimentation en matière surtout d'insulinorésistance, chose qu'on voit de nos jours de plus en plus en consultation. Oui. Donc on voit des jeunes, très jeunes, à partir de 16, 18, 20 ans et des jeunes dames surtout, des jeunes adolescents qui souffrent d'un vrai problème d'insulinorésistance. Et cela, c'est essentiellement dû à notre façon de manger, notre mode d'alimenter notre corps. Et bon, certes, il y a un petit facteur génétique qu'on ne peut pas nier, mais c'est essentiellement notre assiette et comment l'équilibrer. Donc, c'est des jeunes qui basent leur alimentation essentiellement sur tout ce qui est sucre et farine raffinée. Oui. Beaucoup de boissons gazeuses, beaucoup de produits transformés, déjà préparés au préalable, avec un excès de gras, et qui ne font pas en parallèle une activité physique, qui ne marche pas, qui ne se dépense pas. Et du coup, par la suite, le résultat, c'est que l'insuline ne fait plus son boulot, donc elle n'arrive plus à ouvrir la cellule pour permettre à ce sucre qui est en excès dans notre sang à rentrer à l'intérieur des cellules et du coup équilibrer le sucre dans le sang. Et on a cette insulinorésistance qui est, faut bien le dire, la mère pratiquement de pas mal de pathologies, à savoir le diabète, le syndrome de l'ovaire polykystique qu'on voit très souvent maintenant chez les jeunes filles et chez les jeunes dames, les syndromes métaboliques, l'hypertension,
Donc, il faut essentiellement parler alimentation et essayer justement d'attirer l'attention des gens à ce problème. Ne pas dire il est jeune, ne pas dire ils sont encore petits par rapport aux enfants, ou alors chez la dame aussi qui est en âge de préménopause, parce qu'on sait qu'il y a des changements hormonaux qui arrivent chez la dame à partir de 40 ans. Donc, il faut préparer sa ménopause et surveiller son alimentation. Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour cette intervention. Donc, docteur, on a parlé de l'alimentation et de son importance. Vous étiez en train de parler du facteur du stress, donc ces deux hormones qui sont sécrétées et qui peuvent être une cause de résistance à l'insuline. Je parlais de l'épinéphrine qui est sécrétée en état de stress comme réponse au stress. Donc l'épinéphrine augmente la fréquence cardiaque, la tension artérielle. C'est des choses qui sont bénéfiques parce que ces hormones de stress, en fin de compte, leur intention, elle est bonne. Elle est bonne, elle est là pour nous booster. C'est pour nous couvrir, nous protéger d'une menace imminente. Donc l'épinéphrine, une étude a été faite à l'université de Yale. Donc ils ont effectué plusieurs évaluations de l'insulinosensibilité, de la sensibilité à l'insuline chez un certain nombre d'hommes en bonne santé, avec et sans perfusion d'épinéphrine. Donc le résultat était vraiment étonnant parce qu'au bout de 2 heures de perfusion d'épinéphrine, la sensibilité à l'insuline a chuté de 40%. Donc trop d'épinéphrine pendant une période trop prolongée, elle est néfaste pour notre santé et notre organisme. Le cortisol, la même chose, également, lui aussi, il a de bonnes intentions. Il essaie de nous protéger, de nous fournir de l'énergie pour se défendre devant une situation de stress, une attaque d'un prédateur, un incendie. Donc voilà, il essaie de nous fournir de l'énergie en élevant la glycémie. Donc il va ordonner au foie de fournir du glucose à partir de n'importe quel endroit. Il y a n'importe quoi, peut être transformé en glucose. Donc le foie va transformer les glucides, les graisses en glucose, et même les acides aminés des fibres musculaires des muscles va les transformer en glucose pour essayer de nous donner une source satisfaisante d'énergie qui va couvrir, qui va être utilisée dans cette réaction de défense ou de protection. D'accord. Quels sont les symptômes les plus courants en ce qui concerne l'insulinorésistance? Donc, il y a la relation entre le cortisol et l'hyperinsulinémie. Le cortisol, il élève la glycémie. Donc, à chaque fois que la glycémie est élevée, il y a une sécrétion d'insuline. Donc, la même chose comme pour l'épinéphrine, une sécrétion prolongée, trop de cortisol sur une période prolongée va induire une hyperglycémie chronique, une hyperinsulinémie chronique, et cette hyperinsulinémie va conduire à la résistance à l'insuline. D'accord. Donc, c'est vrai qu'il y a des signes. Il y a carrément des maladies qui sont en rapport avec la résistance à l'insuline. Là où la résistance à l'insuline est à l'origine, où elle aggrave ces maladies, comme les maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle par exemple, comme les AVC, les accidents vasculaires cérébraux, comme la maladie d'Alzheimer, certaines démences, entre autres la maladie d'Alzheimer, comme la maladie de Parkinson, la stéatose hépatique, le dépôt de graisse au niveau du foie, c'est une résistance à l'insuline également. Sa liaison est très étroite à la résistance à l'insuline. Comme d'autres maladies, les cancers, notamment le cancer du sein et le cancer de la prostate. À savoir que la prostate et le sein sont des tissus qui sont très très actifs métaboliquement. Donc le cancer du sein et de la prostate sont très reliés à la résistance à l'insuline. Les maladies inflammatoires, des maladies auto-immunes également sont reliées à la résistance à l'insuline. Par exemple, on a aussi donc le syndrome le syndrome des ovaires polykystiques, exactement, c'est de l'insulinorésistance également, parce que je dois donner une idée, mais là, on laisse après. Donc durant le cycle menstruel de la femme, on a normalement, il y a un pic d'oestrogène qui doit
s'effectuer pour pouvoir donner cette ovulation. Exactement. Oui. Alors que trop d'insuline va bloquer la synthèse, la conversion de la testostérone, des androgènes, précisément la testostérone, en oestrogène. Parce que la source des oestrogènes, c'est la testostérone, c'est les androgènes, c'est ce qu'on appelle les hormones mâles. Donc il y a une aromatase, une enzyme appelée aromatase, qui convertit la testostérone en oestrogène. L'insuline est connue pour son rôle qui inhibe cette aromatase, très bien. inhibe la conversion de la testostérone en oestrogène. Donc trop d'insuline, qui est une caractéristique constante de la résistance à l'insuline, elle est toujours là. Quand on parle de résistance à l'insuline, il faut toujours avoir à l'esprit qu'on a une hyperinsulinémie. Donc cette hyperinsulinémie va inhiber encore plus la conversion de la testostérone, des androgènes, en oestrogène. On n'aura pas ce pic, il n'y aura plus d'ovulation et il y aura accumulation de plusieurs ovules. Là, ça donne l'aspect de cet ovaire polykystique. D'accord. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des examens qu'on pourrait faire pour un petit peu être, on va dire, savoir si on fait cette résistance à l'insuline? Oui, effectivement, il y a des examens. Avant qu'on parle d'examen, il y a des signes d'appel. Oui. Il y a des signes d'appel que tout le monde peut les remarquer sur lui-même. On va juste préciser. En fait, il n'y a pas une tranche d'âge bien précise. C'est ça qu'il faut savoir. Auparavant, l'insulinorésistance et ces maladies qui sont en relation avec l'insulinorésistance, c'était l'apanage du sujet âgé aisé. Ça, c'était autrefois. Qui mangeait trop, qui mangeait beaucoup. Voilà, sédentaire. C'était autrefois. De nos jours, des rapports documentés ont rapporté des cas d'enfants de 4 ans résistants à l'insuline. Et c'est alarmant. Si on parle de que 88% de la population mondiale sont résistants à l'insuline, avant 10 ans, il n'y avait pas d'enfants résistants à l'insuline. Actuellement, 10% des enfants du monde sont résistants à l'insuline. Aux États-Unis d'Amérique, 17% des teenagers sont résistants à l'insuline, des adolescents sont résistants à l'insuline. Mais c'est vraiment très alarmant. Bien sûr, quand on revient chez nous, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, les choses vont s'empirer. Au moins, c'est la même chose, si ce n'est pas pire. Si ce n'est pas pire. Donc, on va revenir. Donc, quels sont les signes qui pourraient nous alarmer? Donc, voilà, il y a des signes d'appel comme les signes cutanés. Des signes cutanés, par exemple, l'acanthosis nigricans, c'est des taches brunes. Et qui apparaîtraient sur quelle partie du corps? Surtout au niveau du cou, au niveau des aisselles également, mais elles peuvent apparaître à n'importe quelle partie, au niveau de n'importe quelle partie de notre corps, spécialement, précisément au niveau du cou et au niveau des aisselles. Donc il y a l'acné. L'acné, c'est en rapport avec la résistance à l'insuline. C'est pourquoi les adolescents ont une insulinorésistance parce qu'ils ont trop d'insuline, relativement trop d'insuline. C'est pourquoi on voit l'acné beaucoup plus... C'est l'apanage de l'adolescent en général, l'acné. Oui. Généralement, c'est pas un signe qui va, on va dire, nous alarmer en règle générale. On se dit c'est l'acné juvénile, il n'y a pas de souci. Mais en fait, non. Oui. C'est vrai que l'adolescent a des taux d'insuline un petit peu élevés par rapport aux adultes parce que c'est la nécessité de l'âge. L'hormone insuline, c'est une hormone anabolisante de croissance. Donc l'adolescent en a besoin, à des taux plus élevés que les personnes d'autre âge. Mais il y a également un hyperinsulinisme relatif à leur âge également. Voilà. Très bien. Il y a quand même, il y a toujours une limite supérieure qui ne doit pas la dépasser. Donc les signes cutanés, vous avez un appel? Oui, on a Nabila de Médéa et on revient juste aux signes cutanés juste après. Donc Nabila, bonjour. Bonjour madame. Vous nous appelez de Médéa, marhaba bek. Oui, je vous remercie beaucoup madame pour cette émission. Merci. C'est-à-dire, on a beaucoup d'avantages. Madame, je voudrais juste vous poser une question. Je suis diabétique pendant 1 année. Je prends glucophage. Mon diabétologue m'a mis sous glucophage. Ça fait 1 année maintenant, je prends un comprimé. D'accord? Oui. Alors, c'est-à-dire, à force, je faisais des analyses. Alors j'ai glyqué 7. Elle m'a dit 7, c'est-à-dire elle m'a fait passer sous le glucophage parce que je suis diabétique. Maintenant j'ai refilé mes analyses, j'ai 6,1. C'est-à-dire je voudrais bien savoir, est-ce que je continue toujours à prendre un glucophage? Est-ce que, c'est-à-dire, ils vont me mettre sous l'insuline? D'accord. Très bien. Donc Nadia, le docteur Khouidmi, va vous répondre tout de suite.
Nadia, bien sûr, elle pourra éventuellement arrêter la metformine, mais la décision revient à son médecin traitant. Sauf que, comme on vient de le dire, la résistance à l'insuline, ou là, le diabète sucré type 2, qui est une évolution de la résistance à l'insuline, c'est une chose qui est en relation avec un mode de vie malsain. Si on arrive à corriger ce mode de vie, avoir un mode de vie plus ou moins sain, on peut inverser le tout. D'accord. Sans avoir recours au traitement médical. Très bien. Donc voilà, mais je conseille Nadia d'adopter un mode de vie sain. Peut-être par la suite, on en parlera des solutions. Oui, bien entendu. Voilà. Oui. Et de continuer à suivre chez son médecin. Et j'en suis sûre, le médecin, quand il verra une amélioration, il va arrêter le traitement médical. Très bien, voilà. Donc on continue, on s'était arrêté, donc on parlait sur les signes. Voilà. Donc l'acné pour les adolescents. Donc il y a ces taches brunes au niveau du cou, au niveau des aisselles. Il y a également des surélévations cutanées qui ressemblent à des verrues. La même chose, ça peut être au niveau du visage. Oui. Des accrochants. Voilà, accrocordons. Exactement, oui. Au niveau du cou également, au niveau du visage, on a des aisselles, l'acné, le psoriasis également. Une personne atteinte de psoriasis est 3 fois plus susceptible d'être insulino-résistante qu'une personne qui n'a pas de psoriasis. Donc c'est pour les signes cutanés, la fatigue chronique, on est tout le temps fatigué. On fait un bilan, on est bilanté, il n'y a rien, des examens, il n'y a rien. La fatigue après les repas également, c'est un signe d'appel d'insulino-résistance. L'élévation des chiffres tensionnels, peut-être on n'est pas hyper tendu, mais de temps en temps, on a cette élévation des chiffres tensionnels, également peut-être en rapport avec une insulino-résistance. À savoir que l'hypertension artérielle est d'habitude la première maladie à se déclarer en rapport avec l'insulino-résistance. C'est bien même avant le diabète sucré type 2. Le diabète de type 2. Le tour de taille excessif. Oui, justement, oui, on va revenir juste à ça. Juste avant, j'aimerais qu'on parle des examens. Quels sont les examens qu'on pourrait faire pour savoir si on a ce problème, c'est tester l'insuline en elle-même. Le premier test, assez simple, tester l'insuline à jeun, c'est-à-dire au moins 6 heures après le dernier repas, au moins 6 heures de jeûne. Donc c'est la tester et puis on va évaluer notre état. Les taux parfaits de l'insulinémie à jeun doivent être au-dessous de 6 micro-unités par millilitre. J'aimerais bien que nos téléspectateurs prennent des notes parce Est-ce qu'on le fait une seule fois ou on doit faire ça pendant plusieurs jours pour être sûr qu'il est, on va dire qu'il est à la norme régulière, à une norme régulière pendant plusieurs jours? Est-ce que c'est important? Non, mais c'est vrai que l'insuline a des fluctuations au cours de la journée. Au cours de la journée, alors, au cours de la journée ou de la semaine, il y a des fluctuations. Mais il y a toujours un intervalle considéré comme normal. Donc, inférieur à 6, c'est très bon, c'est parfait. Entre 7 et 17, là, on doit être soucieux. Au-delà de 18 et au-delà, on est résistant à l'insuline. Très bien. Donc, nous avons Dr Agabi avec nous par téléphone. Bonjour, Dr Agabi. Bonjour Mariam. Comment vas-tu? Ravie d'intervenir avec vous ce matin concernant un sujet très très intéressant. Effectivement, on est ravis aussi de te recevoir par téléphone aujourd'hui. Donc tu avais des engagements, mais quand même tu es là avec nous. Le plaisir est pour moi. Voilà, donc Widad, tu vas nous parler du diabète? Exactement, donc les diabètes, voilà. Donc on parle des diabètes parce qu'il existe plusieurs types de diabète. Oui, Widad, donc quels sont les types? Alors, oui. En fait, les diabètes, il existe plusieurs types. Le type 1, justement, donc il existe le type 1 et le type 2. Et le type 1, c'est en fait une maladie auto-immune. Donc, ce sont des anticorps, auto-anticorps qui vont attaquer notre pancréas. Et il ne va plus produire justement d'insuline. Donc, c'est des patients qui vont se retrouver avec une hyperglycémie parce qu'il n'y a plus d'insuline. Il n'y a pas cette hormone qui fait rentrer le sucre ou le glucose dans la cellule. Donc, c'est un diabète de type 1, maladie auto-immune. Ça touche beaucoup plus les jeunes, contrairement au diabète de type 2. Donc, c'est une maladie quand même qui va commencer par une insulinorésistance. Et en fait, le pancréas, il produit de l'insuline, mais les cellules ne captent plus le message, donc c'est une insuline qui ne pourra pas faire rentrer le glucose dans... en fait, c'est une hormone insuline qui ne va pas faire rentrer le sucre dans la cellule.
Donc, il y aura augmentation du sucre dans le sang et puis on va diagnostiquer ce diabète. Chez les diabétiques de type 1, généralement, on a les symptômes plus rapidement par rapport aux diabétiques de type 2 parce que les diabétiques de type 2 peuvent rester des années asymptomatiques s'ils font pas de bilan systématique chaque année ou un check chaque année, donc on ne pourra pas les diagnostiquer. Et puis, comme vous savez que le diabète c'est une maladie donc due à plusieurs facteurs, notamment environnementaux et héréditaires. Donc les patients qui ont des facteurs héréditaires, c'est-à-dire des antécédents familiaux de diabète, ils ont plus tendance à développer un diabète au cours de leur vie. Très bien, très bien. Ouais. Merci. Oui, Wided? Merci. Et je voudrais juste parler du diabète gestationnel à ne pas oublier. Donc, oui, c'est le diabète chez la femme enceinte. Donc, c'est en fait un diabète qui va apparaître au cours de la grossesse et c'est des femmes qui peuvent développer à n'importe quel moment au cours de leur vie donc un diabète de type 2. Donc, il faut faire très attention et il faut suivre après la grossesse parce que elles ont le risque d'avoir un diabète de type 2. Et puis, pour l'état d'insulinorésistance, moi, comme je l'appelle, en fait, c'est une chance pour faire marche arrière. Si on s'aperçoit qu'on est en phase d'insulinorésistance, on peut changer nos habitudes de vie, notamment on peut adopter des règles hygiéno-diététiques, donc alimentation équilibrée, diminuer la consommation du sucre et faire une activité physique ou sportive, donc va améliorer notre état et on peut faire marche arrière et lutter contre cette insulinorésistance, retarder le maximum le diabète. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Wided Agavi. Merci pour cette intervention. C'est un plaisir. Merci. Donc, docteur Khoudemi, on a vu, là, nous a parlé, Wided Agavi nous a parlé du diabète donc, de type 1, qui, lui, est irréversible. Par contre, comme on parlait depuis le début de l'émission sur cette résistance à l'insuline, qui, elle, n'est pas définitive, qui, elle, on peut faire machine arrière et on va dire revenir à une vie normale, c'est encore possible. Alors, je voulais qu'on parle aussi de cette petite graisse abdominale, donc qui est quand même aussi un signe l'obésité. D'obésité, effectivement. Abdominale. Donc on a deux types d'obésité, à vrai dire. On a une obésité, ce qu'on appelle une obésité gynoïde, sous-cutanée, là où les dépôts de graisse sont sous-cutanés, et c'est l'apanage beaucoup plus de la femme, et l'obésité viscérale, androïde, c'est l'apanage beaucoup plus de l'homme. Voilà. Et c'est pourquoi l'homme, il a beaucoup plus de chances à avoir des problèmes de santé en rapport avec ces maladies, parce que cette obésité viscérale est une cause et une conséquence de l'insulinorésistance qui, elle, est rattachée à beaucoup de problèmes de santé chroniques. Donc, en parlant de cette graisse abdominale, il y a moyen de savoir. Donc, quand c'est une petite graisse qu'on arrive à pincer, qu'on arrive à tenir, graisse qui est superficielle. Donc, c'est une graisse qui est sous-cutanée. Qui est bénigne, en quelque sorte bénigne par rapport à celle qui, là, si on se palpe, si on touche le ventre, c'est dur, on ne peut pas... C'est comme un petit peu pour les poignées d'amour, un petit peu de graisse sur les hanches. Toutes ces graisses-là, on va dire, on ne doit pas vraiment s'alarmer. C'est pas ça qui donne cette forme en poire. Kimagoul, c'est l'apanage de la femme beaucoup plus. On ne doit pas s'inquiéter beaucoup. Ça, le malheur, les personnes ont les deux types à la fois, que ce soit les femmes ou les hommes. Donc la graisse viscérale, c'est elle qui est vulnérable, c'est elle qui est incriminée dans cette résistance à l'insuline. Comme je viens de le dire, l'une des causes de l'insulinorésistance, c'est l'obésité, par le biais de l'inflammation qu'elle entraîne. Donc, et en même temps, c'est une conséquence également. Donc, c'est un cercle vicieux. Et cette obésité viscérale, là où le dépôt des graisses se fait autour des organes, de nos intestins, du foie, du pancréas, du cœur, c'est cette graisse qui est vulnérable et qui est très dangereuse en matière de santé métabolique ou de maladies métaboliques. Donc, pour revenir un petit peu, quelles sont les solutions ? Donc, l'alimentation est... Il n'y a pas de secret, en fait. L'alimentation, c'est le remède, on va dire. C'est le remède, en même temps, c'est la cause. C'est la cause et le remède. Alors, une bonne alimentation, pas l'alimentation. Si on dit alimentation... L'alimentation peut être la cause, ça peut être également le remède, si on arrive à bien organiser notre environnement alimentaire. Donc, il y a des questions qu'on doit répondre. Quand est-ce qu'on doit manger ? Qu'est-ce qu'on doit manger et comment préparer ou organiser notre plat. Donc, quand est-ce qu'on doit manger ? Là, la réponse sera organiser nos repas
parce que l'hormone insuline, tout l'enjeu est sur cette hormone, la sécrétion de cette hormone insuline. Physiologiquement, l'hormone insuline doit être sécrétée de façon pulsatile, mais en continu. Il y a des trucs qui sont sécrétés en continu, puis l'hormone insuline elle-même doit être sécrétée de façon pulsatile. C'est-à-dire à des moments où elle monte, elle doit revenir à la normale. À la normale. Oui. Excusez-moi, nous avons aussi un appel aujourd'hui. Il y a beaucoup d'appels, ça nous fait plaisir. Ça veut dire qu'on est suivi. Nous avons Nadia de Cuba. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Bon, ça fait 2 ans de ça que je suis diabétique. Et est-ce que, c'est-à-dire, je fais passer à l'insuline, je reste toujours sous le traitement glucophage? D'accord, très bien. Je prends glucophage 850. Ça fait maintenant presque 2 ans que je suis diabétique. Très bien. 2 ans, c'est très récent. Surtout ne pensez pas à utiliser l'insulinothérapie, s'il vous plaît. Parce qu'on vient de le dire, trop d'insuline, c'est la raison, c'est la cause du diabète type 2. On ne peut pas traiter le diabète type 2 qui est un état d'hyperinsulinisme avec de l'insuline. Là, je le dis, je suis responsable sur mes propos. Donc, c'est la même chose pour un alcoolique. Qu'est-ce qu'on peut traiter un alcoolique en lui donnant un verre de vin? Oui. On peut pas. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est comparable à ça. Donc, il faut surtout pas penser à utiliser l'insulinothérapie. Comme vient de le dire, le diabète type 2, là, c'est récent. C'est très récent. Donc, 2 ans, ça reste récent. C'est très facile à inverser. Continuez à suivre votre médecin avec la metformine qui améliore la sensibilité à l'insuline. Mais vous pouvez même la metformine l'arrêter au moment où vous allez adopter un lifestyle sain qui va vous aider à inverser votre diabète type 2 et votre insulinorésistance. Merci. Donc Nadia, vous avez eu donc la réponse de la part du docteur. Donc on était en train de parler de ça. L'une, on va dire, des solutions, la solution principale, c'est une bonne alimentation équilibrée. C'est une bonne alimentation. Il faut d'abord contrôler les carbs parce que le problème de l'insulinorésistance, c'est trop d'insuline. À chaque fois qu'on mange, l'insuline monte. Là, si on arrive à maintenir, à faire en sorte que cette insuline est pompée, puis elle revient à la normale pendant longtemps, puis elle va augmenter. C'est la physiologie de l'insuline, de la sécrétion d'insuline. Donc, trop de carbs va induire trop d'insuline. Une sécrétion, un pic d'insuline qui va nous donner cette sensation de faim tout le temps, en permanence. On sera obligé de manger. Encore une fois. Et de cette façon, l'insuline aura un plateau d'hyperinsulinémie qui va rester constant. Voilà. Donc, contrôler nos carbs, c'est l'un des principes de l'alimentation. Donner de la priorité aux protéines. Il y a 2 sources de protéines animales et végétales. C'est vrai que la source animale, elle est meilleure par rapport à la végétale parce qu'elle nous fournit une grande diversité des acides aminés. En plus du gras, il faut surtout ne pas avoir peur des matières grasses naturelles. Naturelles, effectivement, oui. Parce qu'on a été induit en erreur par l'histoire et par la science. Oui. Je ne sais pas ce que c'est voulu ou non. On a été vraiment induit en erreur. Au lieu de faire peur du sucre, on a fait peur avec le gras. Le gras, alors on en parlait très souvent donc de viande maigre, de beurre, donc on a incriminé tous ces aliments, alors qu'aujourd'hui on dit qu'il faut manger du beurre, bien entendu avec des quantités raisonnables, que ce soit le beurre. Le beurre, l'huile d'olive, l'huile de noix de coco par exemple. Voilà, donc bannir tout ce qui est gras naturel. Bannir tout ce qui est industrialisé. Très bien. Donc ça c'est pour l'alimentation. Bien entendu favoriser tout ce qui est fruits et légumes, donc avoir des fibres, une quantité de fibres nécessaires dans son assiette. Mais à côté de ça aussi, il y a autre chose. Il y a aussi la sédentarité. Et à la sédentarité, parlons toujours de l'alimentation. Mais ce qu'il ne reste pas beaucoup. Je dois citer cette solution, c'est le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent qui est l'organisation des repas. Ce n'est pas un jeûne, c'est-à-dire j'ai des moments là où je vais prendre mon repas. En dehors de ce repas, je dois prendre aucune chose qui est censée faire augmenter ma glycémie et donc mon insulinémie. Pour donner de la chance à l'insuline de revenir à ses taux les plus bas. Voilà. Donc ne pas grignoter entre les repas, éviter tout ce qui est grignotage. Exactement, on peut prendre de l'eau, du thé sans sucre, un café naturel sans sucre, voilà, mais
rien d'autre chose qui pourrait influencer la sécrétion d'insuline. Très bien, merci beaucoup. Sans compter aussi beaucoup de sport, donc activité physique. Le sport, exactement, le bon sommeil, exactement. Merci beaucoup, docteur Khoudni. Merci d'avoir été parmi nous ce matin. Voilà un sujet très intéressant, on aurait pu encore en parler pendant très longtemps. Oui. Voilà. Merci en tout cas de nous avoir suivis. C'était un plaisir de vous accompagner, mais je vous dis restez toujours sur les programmes de Canal Algérie et à demain, Inch'Allah.